une séance commune avec l'école de face, la chirurgie militaire, qui a des spécificités. On va en un petit peu pour échanger sur nos pratiques. Et parmi ce qui caractérise la chirurgie aux armées, c'est qu'on doit assurer le soutien chirurgical des opérations militaires. Et une part de ce soutien est souvent mal connue, c'est le soutien des opérations maritimes. Donc je vais laisser la parole au docteur Amar Gabi de Marseille, qui va nous parler de son expérience et conclure un petit peu sur ce soutien chirurgical en marque. En général, Monsieur le Président, Messieurs, Mesdames, je vais vous présenter un travail qu'on a réalisé sur un projet d'activité d'une unité chirurgicale embarquée sur un porte-hélicoptère de la Marine nationale. C'est le porte-hélicoptère amphibie Mistral, on peut voir ici. Donc, petit rappel, c'est un hélicoptère qui peut déployer des hélicoptères, des drones pour faire du repérage et du renseignement, qui a une flottille amphibie qui peut être débarquée depuis le hangar et qui peut débarquer aussi un groupe terrestre pour soutien aux forces depuis la mer. Petit rappel sur la chaîne de soutien médical en opération du service des armées. Il y a une zone de contact avec un IPC, un poste médical qui est équipé d'un rôle 1 qui prend en charge et qui ramasse qui récupère le blessé qui est le technique, qui l'envoie vers l'interne chirurgicale, donc le rôle 2, qui ensuite l'envoie vers un coton médico-chirurgical lorsqu'il est déployé, ce qui n'est pas le cas actuellement, un rôle 3, et après il évacue vers le rôle 4, donc les hôpitaux d'instruction des armées. Donc sur le Mistral, on a un rôle 1 qui est l'équipe médicale qui est affectée en permanence à bord du PHA Mistral, et le rôle 2 qui est, moi lorsque j'y étais lors de la mission Jeanne d'Arc, donc une mission école de la Marine nationale, et qui est aussi déployé lors de soutien de mission Corin. Donc le rôle 2, c'est un petit hôpital embarqué avec un chirurgien dentiste, une salle de triage, de déchocage, pardon, un laboratoire d'analyse médicale, un bloc opératoire et un scanner. Donc l'équipe du rôle 2, c'est un chirurgien orthopédiste, un chirurgien viscéral, un anesthésiste réanimateur, un chirurgien dentiste, un hypode nial, un manipulateur radio et un technicien de laboratoire. Donc on a étudié le relevé d'activité sur 11 ans, donc de janvier 2011 à juin 2022, soit un total de 30,5 mois où le rôle 2 était déployé. Voici principalement des missions Jeanne d'Arc, mais aussi des Corim. Donc Corim. Donc la population opérée, il y a eu 54 patients au total, une majorité d'hommes, 96%, et l'âge moyen était de 26 ans, avec allant de 19 ans à 47 ans. Les types de chirurgie réalisées à bord du bateau, c'était 29 opérations de chirurgie orthopédique et 25 opérations de chirurgie générale. L'anesthésie générale était majoritairement réalisée à 74%, le corrigional 7,4% et le local pour 18%. Les différentes pathologies qui ont été prises en charge sur ces 11 ans, c'est des fractures des membres inférieurs pour 2 cas, des membres supérieurs pour 4 cas, une réduction de luxation d'épaule, des plaies de main pour 3 cas, une majorité d'abcès pour 32 cas, une appendicite, des ongles incarnés pour 6 cas, et 4 plaies abdominales pénétrantes, et un cas autre qui est une biopsie intertemporale. Donc, l'activité du rôle permet de maintenir à bord 46 patients opérés. Il a été réalisé 6 évacuations, il y a eu 2 morts et une morbidité pour 4 des patients. Donc, l'intérêt du rôle 2 à bord, c'est surtout de pouvoir maintenir à bord les patients qui ont été opérés, diminuer les coûts d'évacuation, la possibilité tactique d'être déployé au large de missions à risque, notamment les Corins. Et ça permet aussi l'apprentissage, puisqu'on a des médecins de marine qui sont en formation, qui viennent aussi voir les gestes de chirurgie simple. Et ça permet, comme on peut voir ici, de leur apprendre les gestes. Les difficultés techniques qu'on a rencontrées, c'est un délai d'évacuation qui est prolongé, d'autant plus en mer. Des conditions d'asepsie qui sont quand même non optimales, puisqu'il y a un flux d'air en permanence on voit des particules sur le champ opératoire qui sont quand même meilleures qu'au Sahel, qu'en OPEX, pardon. Et
Une autre problématique, c'est la déstabilisation d'équipe, notamment quand on est en mer agitée, avec le balancement du bateau qui fait qu'on, par exemple, l'amplificateur de brillance peut être balancé d'un point à l'autre du bateau, et ce qui peut compliquer la charge. Une autre problématique, c'est plus dans l'histoire américaine, mais si jamais le navire est attaqué par exemple une torpille, on a un affix saturant qui est immédiat. Dans l'histoire de la marine américaine, il y a eu un cas où il y a eu 60 morts d'anglais, 2 fois plus de blessés et des difficultés techniques liées à l'évacuation du navire. Donc c'est très déstabilisant. Donc l'avenir, des projets qui sont à l'étude, il y a le projet Rapace qui a été présenté par le professeur Boudard lors d'une précédente présentation, qui permet, avec des casques de réalité virtuelle, d'aider les chirurgiens qui ne sont pas spécialisés dans certaines spécialités, et la robotique, mais avec les problématiques que j'évoquais, qui malheureusement, avec la déstabilisation du bateau et le transfert de données depuis la mer qui est compliqué, rendent la tâche difficile. Merci. Je propose de commencer la discussion, peut-être la diviser en deux. D'abord, discuter la casuistique, et puis dans un deuxième temps, les conditions d'exercice. Pour la casuistique, il y avait un nombre prédominant d'abcès. Est-ce que vous pouvez détailler? Les abcès sont liés surtout à la macération, en fait, parce que sur le bateau, on est en circuit fermé avec de l'air, et c'était assez varié. On avait des membres, du tronc et périnéal, surtout. Et c'est ce qu'on retrouve, vu que c'est des missions école, pour la plupart, c'est ce qu'on trouvait en grande majorité. C'est des conditions d'exercice, en réalité, ce n'est pas des blessures C'était des marins, parce qu'il y a 600 hommes sur le bateau, oui, 600. En fait, la macération fait que c'est des bateaux qui rentrent le plus. Et les deux décès, puisqu'il y en a deux, est-ce que vous avez des leçons à tirer particulières qui ont pu dans la modification de pratique? C'était des décès très rares, des alphas, selon notre classification, qui ont été évacués depuis la Terre vers le bateau. C'était des blessures de guerre. Oui. Est-ce que vous avez des questions sur la... Oui, Est-ce que le fait d'être en mer pose plus de points d'indication opératoire qu'être sur Terre? Parce que les distances, par exemple, on y réfléchit. pour les évacuations, les relèvements. On y réfléchit sur une traversée de l'Atlantique, selon qu'on soit au début ou à la fin. Au début, on peut revenir en arrière. On est en pleine mer, au milieu, ça complique le délai d'évacuation. Il y a un hélicoptère à bord, mais il ne peut pas aller jusqu'à la côte au milieu de la mer. Donc quand on a un blessé au milieu d'une traversée, on réfléchit. Ce porte-hélicoptère évolue en escadre, il est isolé dans sa mission. Il a en charge aussi d'autres marins dans d'autres bateaux. Alors, sur la mission où j'étais, sur les missions école, il y a une frégate qui le suit. Il y a d'autres navires qui sont en flotte à côté de lui. Donc vous avez également en charge de santé. Exactement. On a pris en charge des blessés qui étaient sur une frégate légère furtive en renfort. Est-ce qu'il y a une distance, alors je ne sais pas si on peut dire réglementaire, mais une distance au-delà de laquelle vous ne devez pas vous éloigner par rapport à un premier recours? Ils évoluent en flottille, en flotte, donc ils restent assez proches. En réalité, donc ils peuvent facilement. La difficulté, elle n'est pas là finalement, parce que la frégate est plus rapide que le bateau et elle peut revenir facilement pour évacuer le blessé. Moi, je parlais de recours à partir du porte-hélicoptère, qui est un centre de soins plus organisé, fourni en matériel. Quelle est la distance maximum que vous avez connue par rapport à un centre de recours éventuel, par exemple,
pas si on a un billet à l'euro ou quelque chose comme ça. Est-ce qu'il y a quelque chose d'écrit là-dessus? Quand on est pas loin de la France, ça ne pose pas trop de problèmes. Effectivement, le problème, c'est quand on est dans le golfe de Guinée, on n'a pas forcément des centres de recours plus proches. Et là, le point soulevé par cette présentation, c'est de trouver le bon curseur en soutien chirurgical permanent, ce qui est souhaité par l'état-major de la marine, ce que je peux faire dans l'équipe. On ne pèse pas très lourd une équipe dans un équipage de bateau. Donc eux souhaiteraient effectivement qu'on soit en permanence, mais nous on ne peut pas offrir un soutien permanent. Et il faut déterminer avec eux quelle mission justifie la présence d'une équipe chirurgicale et quelles autres missions peuvent se contenter d'un soutien plus médical que chirurgical, mais avec un médecin qui est formé au geste de base. Parler des abcès, les médecins de marine normalement sont formés à faire l'analgésie superficielle par kétamine ou équivalent, et les affaires d'abcès qui sont formés pour ça. Après, il y a des situations qui justifient la présence d'une équipe chirurgicale, c'est des situations où on a vraiment des combattants sur le bateau, où il y aura un débarquement, il va y avoir d'éventuelles actions de guerre, et puis partout où il y a un risque de par un feu. On peut déterminer ça, on voudrait l'affiner parce qu'on a l'impression qu'il y a une tendance quand même à l'état-major pour nous demander trop facilement. Concernant l'emploi du scanner, vous avez un scanner à bord, employé dans ce cadre d'urgence exclusivement, ou bien pour un diagnostic de pathologie des hommes à bord on s'en est plus servi pour des pathologies pour des missions de radar, en tout cas des missions d'école, des pathologies des gens du bord. En fait. Il est polyvalent, on disait polyvalent. Ça va un peu dans le sens de ce que dit Paul en haut, c'est-à-dire que des médecins embarqués avec une formation suffisamment transversale, évidemment, pourraient très bien. Oui, avec l'aide de la technique que j'ai évoquée en place. Le robot, bon, c'est encore un petit peu ambitieux de mettre un robot d'Avinci sur ce bateau. On pense aussi à d'autres robots qui sont un petit peu plus faciles d'accès, le robot Versus qu'on a testé. Le but, c'est pas de faire la chirurgie robotique sur place, mais c'est à terme de pouvoir peut-être imaginer commander un robot à distance, avec un médecin qui pourra mettre tout le cas. Je ne sais pas si envisager avec d'Avinci, bien sûr, mais avec d'autres robots, ça aurait été possible. La lecture des scanners, c'est non par télémédecine, c'est le médecin du bord qui sait lire les scanners, qui a été formé. Les médecins, les chirurgiens, eux, ont une formation. Dans le cas Chimex, il y a des cours de radiologie pour la traumatologie. Normalement, les chirurgiens savent faire la traumatologie, le scanner pour la traumatologie, mais il y a un recours télémédecine qui peut parfois poser des problèmes techniques, c'est des problèmes de flux, en fait. On utilise parfois le flux Internet satellite, qui n'est pas toujours très bon et qui est très cher en même temps. Et le problème, c'est que lorsqu'on a besoin d'un scanner et qu'en même temps il y a une situation difficile, critique en termes militaire, le flux est pris justement pour les soldats. Donc, le but, c'est de savoir à côté du ministère. Parce qu'on est un peu dans l'année des chirurgies 4.0, avec les RICF, l'innovation. C'est vrai à quoi l'évolution, on ne dit pas dire la révolution digitale comme l'exercice militaire, parce qu'évidemment à très haut niveau, peut faire bénéficier l'équipe médicale, vous n'avez pas abordé, le projet RAPAT dont vous avez parlé, parce que si on améliore cette question des, je ne sais pas si ce sont des passants, c'est ça, vous pourriez bénéficier d'un exercice médical ou le remplacement d'un médecin par quelqu'un qui aurait ces compétences. Alors, c'est nuancé parce que en mer, l'oiseau est quand même pas excellent. Par exemple, on a des scanners, mais pour envoyer un scanner en métropole qui soit relu, on était 24 heures. Donc c'est une problématique actuellement avec le satellite. Il faut envoyer plus de satellites. Oui, alors ça, c'est pas. Donc, nous, on développe le concept de la téléchirurgie. On a développé les
exercice, un dessin généraliste peut quasiment opérer s'il était liquidé avec l'autre. Alors ça, s'il a des lunettes augmentées ou virtuelles, on fait le monter. Après, les problèmes de bande passante, les problèmes techniques, c'est pas notre ressort, mais on sait que ça va venir. On sait que ça va se faire. Là, on en dépend. Actuellement, on est guidé par ça. Mais j'imagine que dans 10 ans, ce sera peut-être qu'un problème. Qu'on aura pris l'avance dans ce cas-là pour la télémédecine. Merci.